Entrez. Oh, bonjour Brigitte. Bonjour, maître. Mon petit, vous arrivez à point nommé. Je sens que l'inspiration va me visiter. Oh, maître, vous êtes admirable. Chaque matin, lorsque je m'installe devant mon bloc, vous me dites ça. Non, c'est que chaque matin, depuis 40 ans, l'inspiration est fidèle au rendez-vous. À se demander où vous allez chercher toutes les histoires merveilleuses que vous inventez. Oh, c'est la loi impitoyable du feuilletoniste. Marche ou crève. Imagine sans trêve. Songe à ces milliers de braves gens qui attendent la suite de ton histoire pour la dévorer en buvant leur café au lait. Oui, Brigitte, c'est pour eux que mon imagination s'enflamme à heure fixe. C'est pour remplir ma noble mission de pourvoyeur de rêves que je remets sans cesse l'ouvrage sur le métier. Oh, bravo, bravo, maître. Quelle chance que la mienne. Je suis la première à cueillir les fruits de vos méditations. Oh. Jamais je ne pourrais vous exprimer assez ma gratitude. Merci, mon enfant, merci. Quand je pense que certains critiquent mon style, ils le trouvent pompier. Moi dont la sobriété, le dépouillement, l'humilité sont les règles absolues qui gouvernent mon écriture. Laissez-les dire, ce sont des jaloux. Vous avez raison, ils ne méritent que mon mépris. Mettons-nous plutôt au travail. Où en étions-nous restés hier soir? Au moment le plus pathétique. Le marquis de Bois-Grimpant s'apprête à chasser Marguerite de sa demeure, car il a cru deviner qu'une âme noire se cache derrière le regard candide de la jeune fille. C'est cela. Oui, attendez que je me concentre. Voilà, ça y est. Écrivez. Le marquis, redressant sa haute taille, que l'âge n'avait point courbée, indiqua d'un geste magistral la porte à Marguerite et d'une voix sans réplique lui cria. Qu'est-ce qu'il lui cria? Voyons, qu'est-ce qu'il aurait bien pu lui crier à Marguerite, ce vieil imbécile? Eh bien, sortez! Ah, excellent. Voilà. Il cria, sortez! Marguerite, ravalant ses larmes à grand-peine, ramassant son baluchon. Écrivez son maigre baluchon. Ben oui, un baluchon doit être maigre, ça fait plus triste et ça émeut davantage le lecteur. Ramassa son maigre baluchon et s'apprêta à quitter les lieux, quand le marquis avisa soudain une croix qui pendait au cou de la jeune fille et qui, dans l'agitation où elle se trouvait, avait jailli de son corsage. Oh, maître, je sens qu'il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Attendez, vous allez voir. Je vous prépare un de ces coups de théâtre. Bon, reprenons. Qu'est-ce que ce médaillon? Demanda-t-il, soudain troublé, ravalant encore ses larmes. Vous ne trouvez pas qu'elle ravale une quantité de larmes trop importante, cette petite, non? Pensez-vous? Les gens adorent ça. Continuons, c'est passionnant. Bon, merci. Alors, la jeune fille murmura d'une voix que l'émotion brisait. C'est la croix de sa mère. Oh, que c'est beau. N'est-ce pas? Et tellement nouveau. Alors, continuons. Bouleversé à cette vue, le marquis s'écria « Cette croix, je la reconnais. Je l'avais donnée jadis à ta malheureuse mère, en gage d'amour éternel, et je me suis enfui, l'abandonnant lâchement alors qu'elle attendait un enfant. Je suis un misérable, mais je suis également ton père, dans mes bras, ma fille. » Alors, Brigitte, que dites-vous de ça? C'est inattendu et assez audacieux, maître. Non, mais moi je suis comme ça. Les innovations les plus hardies ne me font pas peur. Et qu'est-ce que je mets après « dans mes bras, ma fille » ? Vous mettez la suite au prochain numéro. Quel dommage. Vos lecteurs ne vont pas endormir de la nuit? Tant mieux.
Il faut toujours les laisser sur leur faim. Comme ça, ils achètent le journal le lendemain. Ah, et puis, je suis à bout de force. Ils finiront par avoir ma peau, mes lecteurs. C'est juste. Après un tel effort cérébral, vous devez avoir besoin de souffler. Je vais aller dans mon bureau taper ce chapitre. Oui, et moi, pendant ce temps, je réfléchirai au chapitre suivant. Allez, mon enfant. Voyons la suite. Après la violence, il me faudrait quelque chose de tendre, d'idyllique. Hein, c'est pas facile, le genre guimauve, ce n'est pas aussi simple que ça a l'air. Le sang. Ah oui, le sang, c'est du tout cuit. Rien de plus efficace que d'enfoncer un couteau dans la bedaine d'un bonhomme, mais le sentiment, il faut y aller avec des pincettes. Voyons, je crois que j'ai trouvé. Marguerite s'était assoupie, sa jolie tête aux boucles blondes reposait sur son bras d'une blancheur d'albâtre. Ému, le marquis la contemplait, n'osant bouger, de crainte de réveiller la mignonne enfant. Oui, c'est pas mal du tout, ça. Attendrissant et frais. Vous voulez dire rococo et ridicule? Hein? Quoi? Qui êtes-vous? Et d'abord, comment êtes-vous entré ici? Très simplement, je sors de votre machin. De mon machin? De quel machin? De votre feuilleton, si vous préférez. Non, écoutez, monsieur, si c'est une plaisanterie, je la trouve d'un goût douteux. Hélas, ce n'est pas une plaisanterie. J'ai le regret d'être le héros malgré lui de votre ouvrage. Depuis 3 semaines, j'étouffe sous vos clichés, vos poncifs et vos lieux communs. Mais aujourd'hui, vous avez dépassé les bornes. La croix de ma mère, c'est trop pour moi. Elle m'est restée en travers de la gorge. Monsieur, savez-vous que vous parlez à Simon Levrault-Lachaise, de l'Institut? Je me demande comment vous y êtes entré à l'Institut. Mon pauvre monsieur, depuis Paul Bourget, on n'écrit plus comme vous le faites. Mais monsieur, je ne vous permets pas de tels propos. Vous vous permettez bien de faire de moi une vieille baderne démodée et de cette pauvre Marguerite une gourde intégrale. Oh. M'avez-vous seulement demandé mon avis avant de disposer de ma personne? C'est le droit imprescriptible de l'écrivain de faire agir ses personnages comme il l'entend. Jusqu'à un certain point. Je vous accorde qu'il n'est pas dans les habitudes des personnages d'un livre de quitter le rôle passif auquel ils sont condamnés, mais à condition de ne pas être utilisés comme des pantins. Ainsi, vous vous obstinez à prétendre que vous êtes le marquis de Bois-Grimpant. Hélas, puisque c'est le nom absurde dont vous m'avez affublé. L'action de mon feuilleton se passe sous le règne de Louis XV. Or, vous portez un t-shirt, un blue jean et des baskets. Vous ne voudriez pas que je porte une perruque poudrée et un habit brodé? On me prendrait pour un fou dans la rue. Ah, parce que vous vous promenez dans les rues. J'avais besoin d'air. Il faut vous dire, cher monsieur, que votre feuilleton sent le renfermer. Non, écoutez, maintenant, finissons-en. Je vous somme d'arrêter cette mauvaise plaisanterie et de disparaître de ma vue. Je le ferai, mais à une condition. Que vous changiez le style, l'époque et le climat de votre récit. Oh, rien que ça. Non, allez, ça suffit, vous dis-je. Vous partez ou j'appelle la police et je vous fais jeter dehors. Impossible. N'oubliez pas que je n'existe pas. Je suis un personnage de roman. La police ne peut rien contre un personnage de roman. Non, la police vous mettra la main au collet. Je vous répète que c'est impossible. Je peux me rendre invisible à volonté. Il me suffit de regagner les pages de votre feuilleton et le tour est joué. N'essayez pas de me faire croire à ces balivernes. Vous voulez une preuve? Appelez votre secrétaire. Pourquoi voulez-vous que je l'appelle? Appelez-la. Vous allez voir. Ou plutôt, vous n'allez plus rien voir du tout. Oui, je vais l'appeler, rien que pour vous mettre au pied du mur. Je vais vous apprendre à vous payer ma tête. Brigitte, voilà, voulez-vous venir? Voulez-vous venir, je vous prie, approchez. Vous avez trouvé la suite, maître? Non, il ne s'agit pas de ça. Brigitte,
Combien de personnes voyez-vous dans cette pièce? Eh bien, il y a vous et moi, c'est tout. Vous ne voyez pas un jeune homme vêtu de façon extravagante? Un jeune homme? Où cela, maître? Ah, je comprends. Vous me faites marcher, c'est une blague? Non, il n'est pas dans mes habitudes de faire des blagues, comme vous dites. N'oubliez pas à qui vous parlez. Excusez-moi, maître. Mais comme je ne vois personne... Oui, non, mais c'est bon. Retournez à votre machine à écrire. Alors, mon cher maître, vous voici convaincu, j'espère. Ce dont je suis convaincu, c'est que vous usez d'un phénomène d'hypnose, comme en utilisent les illusionnistes. Mais je vous préviens que je n'aime pas les charlatans. Décidément, vous êtes obstiné. Je vois qu'il faut que j'utilise les grands moyens. Je vous ai prié de changer le style de votre feuilleton. À présent, je l'exige. Vous n'avez rien à exiger. Je ne changerai pas une virgule à un style qui a fait mon succès et qui ravit mes lecteurs de surcroît. Alors vous ne pourrez plus ajouter une ligne à votre histoire. Je me refuse à assumer plus longtemps le personnage que vous me faites jouer. Ou vous le transformez selon mon goût, ou je coupe le robinet de votre inspiration. Oh. Quick! Fini! Plus de clichés, plus de poncifs, plus rien, le désert. Apprenez, jeune homme, que l'inspiration de Simon Levrault-Lachaise est un fleuve majestueux dont rien ne saurait arrêter le cours. Eh bien, essayez de dicter le chapitre suivant à votre secrétaire et vous allez voir, votre fleuve majestueux va tomber en panne. Oui, c'est vous qui allez voir, mon petit bonhomme. Brigitte, voilà, Brigitte, venez tout de suite. Voilà, maître. Je ne vois toujours pas la personne dont vous m'avez parlé. Non, il ne s'agit pas de ça. Voyons, vous avez votre bloc. Oui. Parfait. Nous allons écrire le chapitre suivant. Je m'étais arrêté au moment où le marquis s'écrie « Dans mes bras, ma fille ». C'est cela. Oui. Et après, vous m'avez dit de mettre la suite au prochain numéro. Fin du chapitre. Bien. J'ai trouvé quelque chose de très joli pour commencer le chapitre suivant. Alors écrivez. Marguerite s'était assoupie, sa jolie tête aux boucles blondes reposait sur son bras d'une blancheur d'albâtre. Ému, le marquis... oui, non, attendez, ému, le marquis... ému, le marquis... Oui, ému, le marquis, et après... Oui, non, mais attendez, j'ai soudain un trou. Non, mais c'est curieux, parce qu'à l'instant, je tenais ma phrase. C'est trop bête, ça. Enfin, attendez. Ému, le marquis... Ah non, il n'y a rien à faire. Voyons, que peut bien fabriquer un marquis qui est ému? Il pleure à chaudes larmes? Non, ne dites pas de bêtises, voyons. Dans les histoires, les marquis ne pleurent jamais. Moi, ce que j'en dis, maître, c'est histoire de vous aider. C'est la première fois que je vous vois en difficulté. Ah, ça peut arriver à tout le monde. Allez, retournez à votre machine le temps que je retrouve le fil. Allez, dépêchez-vous. Bien, maître. Alors, qu'en pensez-vous? Je suis plutôt efficace, n'est-ce pas? Non, c'est encore un de vos trucs diaboliques. Diabolique peut-être. En tout cas, désormais, vous ne pourrez plus utiliser mon personnage à votre gré. C'est moi qui vous soufflerai ce qu'il vous faudra écrire. C'est intolérable. Je proteste avec indignation contre cette censure inadmissible. Oh. Ou vous écrivez ce que je vous inspire, ou vous n'écrirez plus jamais de votre vie. C.J. Simon Levrault-Lachaise, qu'il repose en paix. Mais c'est affreux. Je n'ai plus aucune idée. Soudain, ma tête est complètement vide. Rassurez-vous, je vais la remplir. Allons, du calme. Rappelez cette chère petite Brigitte et faites-moi confiance, ça va aller tout seul. Oui, puisqu'il n'y a pas un moyen de faire autrement. Bravo! Vous voilà raisonnable. Moi, je regagne bien sagement les pages du feuilleton, et vous
Vous dictez. Brigitte, revenez, je vous prie. Maître, si vous m'appelez toutes les 5 minutes, je ne pourrai jamais finir de taper le chapitre 8. Il n'y a aucune importance. Le chapitre 8 est supprimé. Les 7 premiers aussi, d'ailleurs. Brigitte, vous allez être le témoin d'un événement historique. Levrault-Lachaise, l'illustre Levrault-Lachaise, commence aujourd'hui une nouvelle carrière. Voilà, vite, prenez votre bloc, je sens que l'inspiration m'inonde soudain de son flot tout-puissant. Écrivez. Voilà, attends, voilà. Riton, bien connu dans le mi-temps, sous le pseudo de Bois Grimpant, depuis qu'il s'était fait la malle, en sautant par-dessus le mur de Clairvaux, venait de croiser la môme Maggie. Maître, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas écrire des choses pareilles. Je viens de vous dire que je me remettais en question. Alors occupez-vous de vos oignons. Sinon, je vous en retourne une. Bon, écrivez. Il y avait 2 heures que Maggie arpentait le bitume et pas un micheton en vue. Riton empoigna Maggie et la serra contre lui à l'étouffer. D'une voix que le désir rendait haletante, il lui murmura « Tu me bottes, ma souris, c'est fou ce que tu me bottes. » Plantant son regard dans le sien, Maggie répondit « Tu me bottes toi aussi, on va s'éclater tous les deux. » Évidemment, au début, ça surprend, mais on s'y fait. Et puis Maggie doit s'amuser davantage que cette pauvre Marguerite. Il ne la gâtait pas, monsieur Levrault-Lachaise, la Marguerite. Mademoiselle Brigitte, je présume. Vous m'avez fait peur. Comment êtes-vous entré, monsieur? Eh bien, la porte était ouverte. Je suis navré de vous avoir surprise. Mais je vous en prie, monsieur. Ce n'est pas si souvent qu'on voit un jeune homme dans cette maison. Parce qu'entre nous, Levrault-Lachaise... Il a quand même fait un bel effort de renouvellement. Son nouveau feuilleton le prouve. Vous connaissez son nouveau feuilleton? Il n'a pourtant pas encore paru. Et il m'en a parlé. Vous êtes un ami de monsieur Levrault-Lachaise? Mm-hmm. Vous n'avez pourtant pas le genre de ses relations habituelles. Qu'ont-elles de particulier, ces relations habituelles? Elles sentent le renfermer. Eh bien, vous voyez, avec moi, monsieur Levrault-Lachaise a fait une exception. Il faut dire que depuis quelque temps, je ne reconnais plus monsieur Levrault-Lachaise. On dirait qu'on lui a fait un lifting. Non seulement il a bouleversé son feuilleton, mais aussi son genre de vie. Le jogging à mon âge, c'est quand même éprouvant. Tous mes compliments pour votre évolution, mon cher maître. Ah tiens, vous étiez là, vous. Que venez-vous faire ici? Ce monsieur venait à peine d'arriver lorsque vous êtes entré. Il n'a même pas eu le temps de dire son nom. Ah, c'est le marquis. Le marquis? Quel marquis? Ah, non, je voulais dire, c'est monsieur le marquis, le marquis en un seul mot, le nouveau conseiller littéraire du journal. Oh, je parie que c'est monsieur le marquis qui est à l'origine de votre changement de style, maître. Et alors, mon cher maître, votre travail avance? Pas plus que 3 chapitres et tout sera bouclé. N'est-ce pas, Brigitte? C'est vrai. Jamais je n'ai vu monsieur Levrault-Lachaise aller aussi vite. On jurerait une fusée. Pour un peu, je croirais qu'un nègre lui dicte son texte. Non, Brigitte, qu'est-ce qui vous autorise à émettre une telle supposition? Je disais ça pour plaisanter. Excusez-moi, maître. L'essentiel, c'est que votre écriture avance, mon cher maître. Vos lecteurs doivent attendre avec impatience. Ah, j'ai quand même une certaine appréhension. Je me demande comment le public va réagir quand il constatera que j'ai complètement modifié mon climat habituel. Au début, les lecteurs seront peut-être un peu surpris, mais ils s'y habitueront très vite, vous verrez. Quoi qu'il en soit, je m'en voudrais de vous distraire davantage. Je me sauve.
Mon cher maître, mademoiselle Brigitte, à très bientôt. Nous l'espérons. À très bientôt. Il est vraiment sympathique, ce garçon. Oui, sans doute, mais ne nourrissez pas trop d'illusions à son sujet. Pourquoi? Vous pensez qu'une petite secrétaire n'est pas digne de lui? Ah, il ne s'agit pas de ça, mon petit, mais ce jeune homme ne peut pas... Qu'est-ce qu'il ne peut pas? Vous ne voulez pas dire qu'il est dans l'incapacité... Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. J'aime mieux ça. Non, mais ça ne vous avancera pas. Ce garçon est un pur esprit que les plaisirs vulgaires n'intéressent pas. Oh, avec un pareil physique, c'est du gâchis. Oui, ben c'est comme ça. Ouais, alors maintenant, assez perdu de temps, travaillons. Où en étions-nous restés? Maggie répondit. Tu me bottes aussi, on va s'éclater tous les deux. Oui. Oh, maître, si vous saviez comme j'ai hâte de connaître la suite. Eh bien, soyez heureuse, la voici. On va s'éclater tous les deux. À ces mots, Maggie... Maggie... Oui, Maggie, qu'est-ce qu'a fait Maggie? Non mais attendez, je ne suis pas une machine, que diable. Laissez-moi rassembler mes idées, hein. Alors reprenons. À ces mots, Maggie... Non, je n'y comprends rien, c'est impossible de trouver la suite. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, c'est curieux. Parce que depuis que vous avez changé votre manière, jamais vous n'étiez allé aussi vite. Mon enfant, il se passe en ce moment quelque chose d'imprévu qui nous dépasse. Je vais vous demander de me laisser seul. J'ai besoin de me concentrer. Comme vous voudrez, maître. Mais si vous avez besoin de moi... Ça, je n'y comprends rien. J'ai pourtant fait tout ce qu'il a voulu. J'ai changé d'histoire, de style, de personnage. L'inspiration était revenue et soudain, tout s'arrête. C'est à devenir fou. Ne vous inquiétez pas, monsieur Levrault-Lachaise. Tout peut encore s'arranger. Mademoiselle, mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Monsieur, je vous préviens que vous allez éprouver un choc. Sans doute n'en croirez-vous pas vos yeux. Non, mais vous ne voulez pas dire que vous êtes... Si. Mes compliments pour votre sens divinatoire. Ça, alors... Maggie? Marguerite, je préfère. Et bien entendu, vous aussi, vous sortez de mon feuilleton. Tout juste. Ça devient une épidémie. Si tous les personnages de romans viennent se mêler de l'écriture des ouvrages, la vie des écrivains va devenir impossible. Je vous comprends, monsieur, et croyez que je suis navrée de vous causer quelque embarras. Parce que vous allez me causer de l'embarras. J'en ai bien peur, hélas. Oui. Ah ben, je commence à être blindé. Ben, vous pouvez y aller, Maggie. Marguerite. Oui, Marguerite, puisque vous semblez y tenir. J'y tiens énormément, c'est même la raison de ma présence ici. Nous y voilà. Eh bien, j'écoute vos doléances, car je suppose que vous êtes sorti du feuilleton parce que quelque chose vous chiffonne, vous aussi. Dites plutôt me révolte, me hérisse, me bouleverse, m'exaspère. À ce point-là, qu'ai-je donc fait pour provoquer chez vous une telle révolution? Vous aviez conçu un personnage candide, un peu puéril, certes, mais dont l'âme était pure comme un lys, et qui mettait sur ses lèvres tous les mouvements de son cœur. Bref, une jeune fille comme on n'en fait plus. Et voilà que brusquement, de cette perle rare, vous faites une vulgaire putain. Écoutez, mademoiselle, il faudrait vous mettre d'accord avec votre partenaire. C'est Riton lui-même qui m'a dit que vous ne pouviez plus supporter les personnages que j'avais imaginés. Monsieur le marquis Henri de Bois-Grimpant parlait pour lui, pas pour moi. Vraiment, vous n'étiez pas d'accord? Pourtant, il m'avait dit... C'est un menteur. C'est lui qui avait envie de changer de climat, pas moi. Moi, je me trouve très bien dans la peau de Marguerite. Je n'en veux pas une autre. Non, je suis désolé, mais je ne vais pas une nouvelle fois bouleverser mon récit. D'ailleurs, même si je le voulais, je n'en aurais pas le temps.
Je dois remettre mon feuilleton au journal à la fin de la semaine. Il est annoncé. Et déjà des lecteurs manifestent leur impatience par de nombreuses lettres. Il faut vous dire qu'un feuilleton de Simon Levrault-Lachaise... Alors le nouveau feuilleton de Simon Levrault-Lachaise se déroulera sans moi. Comment cela, sans vous? Il faudra vous passer de mon concours. Où je demeure Marguerite, où mon personnage disparaît, je n'incarnerai pas une heure de plus cette horrible Maggie. Mais je ne peux pas me passer de vous. Avec Henri, vous êtes le pivot central de mon récit. À vous de choisir, monsieur. Non, écoutez, Maggie, je veux dire Marguerite, je voudrais quand même vous... où êtes-vous, Marguerite? Ah là, elle a disparu. Ah là, la petite garce. Il va bien falloir que je cède. Brigitte, venez avec votre bloc. Marguerite relisait pour la 10e fois le billet d'Henri. Tandis qu'elle lisait, ses lèvres murmuraient chaque mot avec une indicible ferveur. Son visage, si pâle d'ordinaire, rosissait de bonheur, tandis que son cœur battait à se rompre. Soudain, n'y tenant plus, elle se mit à couvrir de baisers le parchemin, tandis que des larmes d'émotion coulaient de ses yeux. Oh, c'est beau, que c'est beau. Ah, on savait aimer en ce temps-là, c'est pas comme maintenant. Heureusement qu'il y a encore des Levrault-Lachaise pour redonner un sens aux vraies valeurs. Vous appelez ce galimatia de vraies valeurs? Oh, c'est vous, monsieur le marquis, vous m'avez fait peur. Mais comment êtes-vous entré? Cette fois, je suis sûre que la porte était fermée. J'ai des petits talents secrets. Mais là n'est pas la question. Qu'étiez-vous en train de lire à haute voix? Le chapitre que monsieur Levrault-Lachaise m'a dicté hier. Il a changé encore une fois. Et finalement, je trouve cette nouvelle version bien plus jolie, plus romantique. Il aurait pu me demander mon avis avant de tout chambouler. Qu'avez-vous à voir là-dedans, monsieur le marquis? Eh bien, n'oubliez pas que je suis le conseiller littéraire du journal. Monsieur Levrault-Lachaise n'est pas ici? Il est sorti. Ah, son jogging? Non, la messe. Depuis qu'il a rechangé le climat de son feuilleton, il a arrêté le jogging et il retourne à la messe. D'ailleurs, il ne va pas tarder à rentrer, c'est son heure. Je l'espère. Je dois avoir avec lui une petite explication. En attendant son retour, vous n'avez rien d'autre à faire? Non, je ne vois pas. Vraiment? Il faut vous faire un dessin. Écoutez, mademoiselle Brigitte, ce n'est pas le moment. Il se passe des événements très graves. Et je ne pense pas que... Les événements peuvent attendre. Moi pas. Mademoiselle, vous n'auriez pas dû faire ça. Pourquoi? Vous trouvez que j'embrasse mal? Non, ce n'est pas ça, mais... Je n'ai pas le droit de flirter. Pas le droit? Il faut un permis spécial pour le flirt? Je suis en service commandé. Alors vous comprenez... Faites-moi signe quand vous n'y serez plus. C'est bien ma chance. Pour une fois qu'il entre ici un joli garçon, il faut qu'il soit de service. Brigitte, laissez-moi vous dire quand même une chose. Si j'étais libre de mes actes, j'aurais grand plaisir à reprendre la conversation avec vous à l'endroit exact où vous l'avez laissée. Parce que je vous trouve très mignonne. Et... Ça fait plaisir d'entendre ça. Un instant, je me suis demandé si vous aimiez les femmes. Ah, oh, rassurez-vous, je les adore. Mais pour le moment, j'ai d'autres soucis en tête. J'entends monsieur Levrault-Lachaise qui rentre. Il faut que je lui parle d'urgence. Ma chère Brigitte, je vais vous demander de nous laisser seuls. Ce que j'ai à lui dire est strictement confidentiel.
C'est bon. Je vous laisse. Mais j'espère vous revoir très vite. Promis? Ce que je peux vous promettre, c'est que si vous ne me voyez pas, vous me lirez. Non, ne cherchez pas à comprendre. Tiens, Henri, vous m'attendiez? En effet. Et vous ne vous doutiez pas pour quelle raison? Oh, vraisemblablement pour une nouvelle réclamation. C'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais savoir quelle mouche vous a piqué pour que vous soyez revenu à un genre littéraire démodé. Monsieur, ce genre littéraire démodé m'a valu des centaines de milliers de lecteurs et les diptères ne sont pour rien dans ma décision d'y revenir. Nous étions pourtant convenus que vous y renonceriez. Écoutez, il faudrait commencer par vous mettre d'accord, Marguerite et vous. Vous bloquez mon inspiration sous prétexte que vous n'êtes pas satisfait de votre personnage. Je cède à votre chantage, et voilà qu'à son tour, Marguerite me tombe dessus et exige que je la renvoie au XVIIIe siècle. Comment? Maggie ne veut plus de son rôle? Apparemment, elle n'en a jamais voulu. C'est vous qui avez pris l'initiative de la transférer à notre époque. En effet. Et je trouve qu'en la circonstance, vous n'avez pas manqué d'audace, Marquis. Je vous jure que j'étais convaincu que vous partageriez ma vision des choses. Je croyais que vous aussi, vous aviez envie de vous éclater. Non, monsieur. Sous le règne de Louis XV, une jeune fille de mon milieu ne s'éclate pas, comme vous dites. Elle tombe amoureuse d'un jeune homme pauvre, mais sa famille refuse qu'elle l'épouse, alors elle est très malheureuse. Puis sa famille la marie contre son gré à un homme très riche, très vieux et très laid. Alors elle est encore plus malheureuse. Puis son mari la traite durement. Il va même jusqu'à la frapper. Alors elle est de plus en plus malheureuse. Et à force d'être malheureuse, elle finit par mourir, rongée par le chagrin et la tuberculose réunis. Voilà, monsieur. Quel était le destin d'une jeune fille de mon monde au XVIIIe siècle? N'était-ce pas sublime? Moi, je ne trouve pas que ça soit tellement rigolo. Je ne comprends pas pourquoi vous tenez tellement à faire partie de ces malheureuses. Parce que précisément c'est mon destin, je vous le répète, et qu'il ne serait pas convenable que je lui échappasse. Eh bien, mademoiselle, permettez-moi de vous dire que vous êtes une idiote. Et vous êtes un sinistre individu, sans moralité, sans conscience et sans âme. Oh non, arrêtez. Je vous rappelle que dans mon feuilleton, vous êtes censés être follement amoureux l'un de l'autre. On s'en fout. Vous ne prétendez quand même pas disposer de nous à votre guise. Vous n'imaginez pas que nous allons nous laisser conduire comme des agneaux? Vous oubliez quand même que c'est moi qui écris votre histoire. Peut-être. Mais avant de me jeter dans les bras de ce monsieur, vous auriez pu me consulter. Je ne me vois pas tombant amoureuse d'un personnage aussi cynique. Et moi, je n'en passerai jamais pour une oie blanche. Et mon feuilleton? Avez-vous pensé à mon feuilleton? Que va-t-il devenir si vous ne voulez plus continuer d'y participer? C'est bien simple. Vous n'avez qu'à nous tuer. Non, c'est impossible. Sans vous deux, mon récit ne voudrait plus rien dire. Et puis, je vous l'avoue, je me suis habitué à votre présence, à votre conversation quotidienne. Non, essayez de me comprendre. Je vous ai mis au monde, je vous ai donné la vie. En somme, je suis votre père. Et vous voudriez qu'un père tuât ses enfants? Vu sous cet angle, évidemment. Si vraiment vous nous considérez comme vos enfants... D'un autre côté, si vous ne pouvez pas nous tuer, qu'allez-vous faire de nous? Mais si chacun de vous voulait y mettre un peu du sien. Vous m'êtes très sympathique, mon cher maître, mais il n'est pas question que je tombe amoureux d'une godiche. Ni moi que je livre mon innocence à ce que vous appelez aujourd'hui un loupard. Oui, c'est bien ce que je disais, oui. Mon feuilleton est foutu. Pas forcément. Oh. Vous êtes un écrivain prolifique, ce n'est pas l'imagination qui vous fait défaut, vous allez sûrement trouver un moyen de vous en tirer. Le ciel et Polymnie vous entendent. Brigitte, vous êtes prête? Nous allons faire du bon travail aujourd'hui.
Maître, je suis tout oui. Écrivez. Maggie rêvait. Sa pensée, quittant le triste décor de la rue, s'envolait vers un univers mythique qui remontait le cours du temps. Elle s'identifiait à ce portrait de jeune fille peint par Watteau, qu'elle avait aperçu par hasard, un jour, dans un magazine. Elle était soudain cette Marguerite, cette tendre jouvencelle, morte de tuberculose sous le règne de Louis XV, après avoir vécu un grand amour malheureux avec le jeune marquis Henri de Bois-Grimpant. Un curieux personnage que ce jeune homme, qui, en dépit de ses nobles origines, sentait souvent en lui naître d'étranges pulsions. Son être semblait se dédoubler, et il devenait en songe un de ces rôdeurs inquiétants comme on en rencontrait dans les quartiers malfamés. Il aimait une jeune et humble prostituée, avec laquelle il connaissait les frémissements d'une ardente passion. Oui. Mais qu'est-ce que vous dites de ça, ma petite Brigitte, hein? Astucieux, n'est-ce pas? Je mêle deux époques, deux climats, deux milieux différents. Et grâce à ce stratagème, j'espère qu'ils me foutront la paix, enfin. Qui vous crée des ennuis, maître? Personne. Non, l'important est que j'arrive au bout de ce sacré bon Dieu de feuilleton. Oh, maître, un tel langage, dans votre bouche. Oui, non, je sais, ce n'est pas très académique. Mais il y a des moments où il faut que ça déborde. Nous continuons? Oui, écrivez. Grâce à Marguerite, Maggie avait trouvé une consolation à son misérable état. Elle était devenue une autre femme. De son côté, Riton, lui aussi... Henri, vous pouvez venir. Brigitte est sortie et Levrault la chaise aussi. Merci, Marguerite. J'avais peur de me jeter dans les pattes de Brigitte. Figurez-vous que cette petite a un faible pour moi. Je ne peux quand même pas lui dire qu'un personnage de roman n'a pas d'avenir et qu'il disparaît avec le mot fin. Pour un personnage de roman, vous aviez l'air très vivant quand vous l'avez embrassé. Ah, parce que vous nous avez vus? Oui. Le manuscrit était resté ouvert sur la table de Brigitte à une page où j'étais justement en action, si bien que j'étais aux premières loges. Quel beau spectacle. N'exagérons rien. Il s'agissait d'un tout petit baiser, plutôt un effleurement. Disons, un effleurement profond. En tout cas, vous y avez pris un plaisir évident. Ma parole, mais vous êtes jalouse? Jalouse, moi? Vous n'y pensez pas? Si, justement, j'y pense. Et je vous avoue que cette découverte a quelque chose d'infiniment troublant pour moi. Ah non, vous n'allez pas à moi aussi jouer la comédie du sentiment. Brigitte ne vous suffit donc plus? Marguerite, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Cette attitude rigide, ces reproches auxquels vous ne croyez pas, ces principes d'un autre âge, ce combat que vous menez contre vous-même. Je ne comprends pas. Où voulez-vous en venir? Vous me comprenez très bien, mais vous refusez de voir clair en vous. Heureusement, moi, je vois clair pour deux. Je vous assure que rien ne justifie... Marguerite, ma chérie, acceptons ce qui est inévitable. Nous avions été programmés pour nous aimer. Programmés? Programmés par qui? Et par Levrault la chaise, évidemment. Imaginez que durant 18 chapitres, nous n'avons cessé de nous regarder avec émotion, de nous murmurer les aveux les plus tendres, d'échanger les serments les plus brûlants.
Dans ces conditions, comment aurions-nous pu échapper à notre destin? Que vous soyez Maggie ou Marguerite, peu importe. Je t'aime. Je t'aime aussi. Henri, où rit-on? Oh, Seigneur, qu'est-ce qu'il nous arrive? Ma chérie, pourquoi cet effroi que je lis soudain dans tes jolis yeux? Voilà que je me mets à parler comme Levrault-Lachaise. Oui, pourquoi parais-tu si troublé? Ce qui nous arrive est tout simplement merveilleux. Oui, mais hélas, ce n'est qu'un mirage. Nous ne pouvons pas nous aimer. Pour quelle raison ne pouvons-nous nous aimer? Parce que nous sommes des personnages de romans. Notre existence ne tient qu'à un fil, celui de l'imagination de Monsieur Levrault-Lachaise. Justement, comme il nous l'a dit l'autre jour, il nous a donné la vie. Nous ne sommes plus de simples héros fictifs. Nous sommes devenus des êtres de chair et de cœur. Quoi? Tu veux dire que nous existons soudain réellement? C'est exactement ce que je veux dire. Mais attention, il y a une condition à notre existence. Nous sommes condamnés à nous aider, sinon nous retournons à notre condition première. Nous redevenons des marionnettes livrées aux caprices d'un écrivain. C'est un genre de condamnation que j'accepte de grand cœur. J'entends un bruit d'ascenseur, c'est sûrement Levrault-Lachaise qui revient. Ma chérie, il est temps de filer. D'autant que maintenant que nous sommes des êtres humains, plus question de jouer à l'homme invisible, ni de passer à travers les murs. Alors dépêchons-nous de sortir par la porte. Au contraire, attendons-le. Il serait plus loyal de le mettre au courant de la situation. Il a encore un chapitre à écrire, le malheureux. Tu as raison. D'ailleurs, le voici. Marguerite, Henri, mais que faites-vous ici tous les deux? Nous sommes venus vous dire que nous nous sommes pris à notre propre jeu. Vous vous étiez vanté de nous avoir donné la vie, n'est-ce pas? En effet. Eh bien, vous aviez raison. Nous sommes vivants, Henri et moi, et nous nous aimons. Mais à présent, ce n'est plus un roman. Nous allons partir tous les deux, loin de votre feuilleton. Mais il n'est pas terminé. J'ai encore le dernier chapitre à écrire. Que vais-je faire? Il n'y a pas de quoi vous désespérer. Vous êtes quand même capable d'écrire un chapitre tout seul, sans qu'on vous tienne la main. Votre honneur d'écrivain est en jeu. Du haut de votre renommée, 40 années de succès vous contemplent. Alors adieu. Et merci. Merci de nous avoir permis de nous rencontrer. Nous ne vous oublierons jamais, cher monsieur Levrault-Lachaise. Ou plutôt, cher papa. Jamais. Moi non plus, je ne vous oublierai pas, mes chers enfants. Non. Non, je n'oublierai pas l'aventure exceptionnelle que j'ai vécue grâce à vous. Hein. Non, mais ce n'est pas le moment de s'attendrir. Brigitte, venez, je vous en prie. Oui, maître. Alors, écrivez. Maggie se réveilla en même temps que Riton et lui dit « Chérie, j'ai fait un rêve étrange. Tu étais marquis et tu t'appelais Henri de Bois-Grimpant. » Comme c'est curieux, répliqua Riton, moi aussi, j'ai fait un drôle de rêve. Tu t'appelais Marguerite et tu étais une jeune fille du grand monde. Bien entendu, nous étions amoureux l'un de l'autre et un jour, nous avons...